Il y a des doctrines militaires qui se formulent en pages et en manuels techniques. Il y a des doctrines qui prennent des années à être développées par des états-majors, validées par des simulations, affinées par des exercices. Et puis, il y a des doctrines qui tiennent en une seule phrase. Cette semaine, un général iranien a prononcé cette phrase, et elle est peut-être la déclaration militaire la plus directe et la plus sans ambiguïté que ce conflit ait produite depuis son déclenchement. En cas d'opération terrestre ennemie, pas une seule personne ne doit s'en sortir vivante. Pas une seule personne. Ce n'est pas de la rhétorique destinée à impressionner des journalistes, c'est une directive opérationnelle adressée aux forces armées iraniennes, une instruction sur la façon dont les combattants doivent se comporter si des soldats étrangers mettent le pied sur le sol iranien. Et dans la même semaine, l'Iran a lancé sa 89e vague d'attaques. Plus de 100 missiles lourds et drones, 200 roquettes, 5 opérations navales distinctes, des cibles en Israël, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, dans le Golfe Persique. Et quelque chose que les analystes militaires vont étudier pendant des années, un groupe aéronaval américain qui a quitté sa position et s'est replié dans les profondeurs de l'océan Indien sous la pression des attaques iraniennes. Un porte-avions américain qui recule. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo est l'analyse de ce moment pivot, ce que la doctrine de tolérance zéro signifie réellement, ce que la 89e vague révèle sur les capacités réelles de l'Iran et pourquoi une déclaration iranienne sur ses propres capacités cachées devrait être prise au sérieux plutôt que d'être balayée comme de la propagande. Dans le dernier bloc, je vais te parler d'un missile iranien qui a franchi 3 intercepteurs successifs pour atteindre sa cible, et ce que cette performance technique dit sur l'évolution de la guerre des missiles est quelque chose que les gouvernements occidentaux préfèrent ne pas voir circuler. Reste jusqu'au bout. Pour comprendre ce que la déclaration du général Hatami représente dans le contexte de ce conflit, tu dois comprendre ce qu'est une doctrine militaire et pourquoi sa formulation publique compte. Une doctrine militaire, c'est l'ensemble des principes qui guident le comportement des forces armées dans des situations spécifiques. Elle dit aux soldats comment réagir, elle fixe les règles d'engagement, elle définit les objectifs que chaque combattant doit chercher à atteindre dans les situations que la doctrine couvre. Quand un général senior formule publiquement une doctrine en termes aussi explicites, pas une seule personne ne doit s'en sortir vivante, il accomplit plusieurs choses simultanément. Premièrement, il informe ses propres forces. Les soldats iraniens qui liront ou entendront cette déclaration comprennent ce qui leur est demandé en cas d'invasion terrestre. Il n'y a pas d'ambiguïté, pas de zone grise sur la façon dont les combats doivent être menés. Deuxièmement, il informe l'adversaire. Cette déclaration est un message direct aux planificateurs militaires américains qui envisagent une opération terrestre. Elle dit « Si vous envoyez des soldats sur notre sol, ils mourront. » Pas quelques-uns, tous. C'est conçu pour augmenter le coût psychologique et politique d'une décision d'invasion avant même qu'elle soit prise. Troisièmement, il crée une attente publique. En formulant cette doctrine ouvertement, le général Hatami s'engage. Si une invasion terrestre se produisait et que des soldats ennemis s'en sortaient vivants, ce serait une rupture visible de la promesse faite. Ce qui signifie que les forces iraniennes seront sous pression de respecter cette doctrine coûte que coûte. La doctrine s'accompagne d'une stratégie globale formulée clairement. L'ombre de la guerre doit être levée de notre pays. Il ne peut y avoir des endroits sûrs tandis que notre peuple n'est pas en sécurité. Nous ne lâcherons pas les ennemis jusqu'à atteindre les objectifs fixés. C'est une doctrine de guerre totale défensive. Elle ne cherche pas à conquérir, elle cherche à rendre l'invasion impossible en rendant son coût humain inacceptable pour la société qui l'enverrait. Et dans le contexte américain, où l'opinion publique est déjà divisée sur ce conflit, où des manifestations ont lieu dans les grandes villes, où le souvenir du Vietnam et de l'Afghanistan reste dans la mémoire collective, la question de savoir combien de cercueils reviendraient d'une invasion de l'Iran est une variable politique de premier ordre. Il y a une déclaration dans les communications iraniennes de cette semaine qui mérite une attention particulière et qui est passée presque inaperçue dans la couverture médiatique occidentale. Le porte-parole du quartier général de Khatam al-Anbiya a adressé un message direct aux forces adverses. Vos informations sur notre puissance militaire et notre équipement sont incomplètes. Vous ne savez rien de nos vastes capacités stratégiques.
Et il a continué, « Ne supposez pas que vous avez détruit nos sites de production de missiles stratégiques, nos drones d'attaque à longue portée et de précision, nos systèmes modernes de défense aérienne, notre guerre électronique ou notre équipement spécial. De telles suppositions ne feront que creuser le bourbier dans lequel vous êtes tombé. Puis, les sites que vous pensez avoir touchés sont insignifiants. Notre production militaire stratégique a lieu dans des endroits que vous ne connaissez pas et que vous n'atteindrez jamais. » Voilà pourquoi cette déclaration mérite d'être prise au sérieux plutôt que rejetée comme de la propagande. Les services de renseignement américains et israéliens ont passé des décennies à cartographier les capacités militaires iraniennes. Des satellites espions, des drones de reconnaissance, des sources humaines, des interceptions électroniques. Ils ont investi des milliards de dollars dans cette connaissance. Et pourtant, à plusieurs reprises dans ce conflit, des événements se sont produits qui ont surpris les planificateurs adverses. Des systèmes qui auraient dû être détruits ont continué à fonctionner. Des vagues d'attaques ont été lancées alors que les évaluations de dommages suggéraient que les capacités de lancement avaient été sérieusement dégradées. Des frappes ont été menées depuis des emplacements qui n'étaient pas dans les bases de données des renseignements. L'Iran a tiré une leçon fondamentale des guerres en Irak, en Libye et en Syrie. La première chose qu'une puissance aérienne supérieure fait dans un conflit, c'est détruire les capacités militaires connues de l'adversaire. Donc, la réponse logique est de développer des capacités inconnues, disséminées, redondantes, dans des endroits que personne ne cartographie parce que personne ne les connaît. Si cette approche a réellement été mise en œuvre à l'échelle que la déclaration iranienne le suggère, alors les évaluations de dommages américaines et israéliennes depuis le début du conflit sont potentiellement basées sur une image incomplète. Et une image incomplète produit des décisions incorrectes. Parlons maintenant des faits bruts de la 89e vague d'attaque. Plus de 100 missiles lourds et drones d'attaque, 200 roquettes, 5 opérations navales distinctes, des cibles réparties sur plusieurs pays dans une zone couvrant des dizaines de milliers de kilomètres carrés. Décortiquons les cibles. En Israël, des objectifs militaires à Eilat, Tel Aviv et Bnei Brak. Eilat est le port méridional d'Israël, point d'entrée stratégique pour les importations qui contournent le canal de Suez. Tel Aviv est le centre économique et le cœur urbain du pays. Bnei Brak est une ville de la banlieue de Tel Aviv à haute densité de population. Au Bahreïn, une frappe contre une cachette de forces américaines à l'extérieur de la base de la 5e flotte, avec un essaim de drones explosifs et de missiles balistiques. Le CGRI affirme que de nombreux officiers supérieurs ont été évacués vers des hôpitaux de Manama. Le chiffre avancé est de 37 personnes tuées. Ces chiffres ne peuvent pas être vérifiés de façon indépendante, mais leur formulation précise, avec un nombre spécifique et une mention d'hôpitaux spécifiques, lui donne une texture différente de la propagande générique. Sur la base d'Al-Adoudir, le centre de préparation des hélicoptères Chinook et les hangars de stockage ont été ciblés. Un hélicoptère détruit, d'autres gravement endommagés selon les déclarations iraniennes. Les hélicoptères Chinook sont les appareils de transport lourds de l'armée américaine. Les détruire réduit la mobilité logistique des forces terrestres dans la zone. Aux Émirats, 2 systèmes radars d'alerte précoce ont été détruits dans les eaux et îles émiraties. Les radars d'alerte précoce sont les yeux du système de défense aérienne. Les détruire crée des angles morts dans la surveillance aérienne de la région. Dans le Golfe Persique, le pétrolier israélien Aqua One a été ciblé et est en feu selon les déclarations iraniennes. Et enfin, l'information la plus stratégiquement significative de toutes, plusieurs vagues de drones explosifs lancés vers le groupe aéronaval USS Abraham Lincoln dans le nord de l'océan Indien. Et le groupe aéronaval a quitté sa position et s'est replié dans les profondeurs de l'océan Indien. Un porte-avions américain qui change de position sous la pression des attaques iraniennes, c'est un fait militaire dont les implications stratégiques dépassent largement la valeur tactique immédiate de l'incident. Prenons le temps d'analyser ce que signifie le repli du groupe aéronaval de l'Abraham Lincoln. Un groupe aéronaval américain ne change pas de position à la légère. Ce n'est pas une décision prise par un commandant local qui a peur. C'est une décision qui remonte la chaîne de commandement, qui implique le commandement central américain, qui est fondée sur une évaluation du niveau de menace dans la zone et de la capacité des systèmes de défense du groupe à absorber des attaques continues. Quand un groupe aéronaval se déplace, il dit quelque chose sur les conditions dans lesquelles il opère. Il dit que maintenir la position initiale présentait des risques opérationnels qui ont été jugés inacceptables par le commandement. Pour l'Iran, même si aucun des drones n'a atteint sa cible, le simple fait d'avoir contraint ce déplacement est une démonstration de capacité.
Il montre que l'Iran peut créer une pression suffisante sur un groupe aéronaval pour modifier son comportement, pour le faire bouger, pour réduire son efficacité opérationnelle dans la zone où il était déployé. Il y a une règle non écrite dans la psychologie de la puissance navale. Les porte-avions ne reculent pas. Leur présence fixe est précisément ce qui constitue leur valeur dissuasive. Un porte-avions qui change de position sous la pression adverse est un porte-avions dont le message dissuasif est dilué. Le porte-parole du CGRI l'a formulé directement. La fuite des soldats américains de la région fait partie des gains stratégiques que l'Iran attribue à cette guerre. L'usage du mot « fuite » est délibérément provocateur. Il vise un public iranien et régional. Mais derrière la rhétorique, le fait militaire reste. Le groupe aéronaval a changé de position. Et ce changement de position sera étudié par tous les acteurs qui cherchent à comprendre les limites réelles de la puissance navale américaine dans un environnement de menaces saturé de drones et de missiles balistiques. Pour les alliés américains dans la région, Arabie Saoudite, Émirats, Israël, ce mouvement envoie un signal qu'ils ne peuvent pas ignorer. La garantie de sécurité américaine repose sur la présence physique et la volonté de tenir une position. Quand cette présence devient mobile sous la pression, la garantie commence à sembler moins absolue qu'elle n'était présentée. Je t'avais promis au début de cette vidéo de te parler d'un développement technique qui mérite une attention particulière. Le voici. L'Iran a annoncé la mise en service opérationnelle d'un nouveau missile balistique appelé Etemad. Ce missile représente une version améliorée du missile Emad, intégrant des perfectionnements issus de l'expérience opérationnelle acquise lors des opérations Vraie Promesse. Les améliorations portent sur les systèmes de guidage, conçus spécifiquement pour déjouer les réseaux de défense antimissiles. Et voici le détail qui mérite toute ton attention. Un missile de ce système a réussi à franchir 3 intercepteurs successifs pour atteindre sa cible avec une précision notable. 3 intercepteurs, successivement, franchis. Pour comprendre pourquoi c'est significatif, tu dois comprendre comment fonctionne la défense antimissile moderne. Les systèmes de défense antimissiles comme le Patriot américain, l'Arrow israélien ou le THAAD sont conçus en couches. Chaque couche est censée intercepter les missiles que la couche précédente a manqué. L'idée est que même si un intercepteur rate sa cible, le prochain intercepteur dans la chaîne va corriger l'erreur. Si un missile frappe la première couche et continue, s'il frappe la deuxième couche et continue, s'il frappe la troisième couche et continue, alors soit les intercepteurs ont dysfonctionné, soit le missile avait des caractéristiques qui rendaient son interception anormalement difficile. Les systèmes de guidage modernes iraniens, si les déclarations sont exactes, incorporent des capacités de manœuvre en phase terminale qui compliquent considérablement le problème de l'intercepteur. Un missile qui suit une trajectoire prévisible est relativement facile à intercepter pour un système de défense antimissile performant. Un missile qui peut modifier sa trajectoire dans les dernières secondes de son vol transforme le problème d'interception en quelque chose de beaucoup plus difficile. C'est la course aux armements fondamentale de la guerre des missiles. Chaque amélioration de l'attaque force une amélioration de la défense, qui force une nouvelle amélioration de l'attaque. Et dans cette course, l'avantage offensif tend à être structurellement moins coûteux que l'avantage défensif. Un intercepteur coûte plusieurs fois plus cher que le missile qu'il détruit. Un système de défense qui rate sa cible représente un coût asymétrique favorable à l'attaquant. Si l'Iran a réellement développé des missiles capables de franchir régulièrement plusieurs couches de défense antimissile, ça remet en question l'efficacité des systèmes de défense sur lesquels Israël et les États-Unis ont investi des dizaines de milliards de dollars. Il y a un autre événement dans cette séquence qui mérite attention et qui révèle quelque chose d'important sur l'évolution des capacités défensives iraniennes. Le CGRI affirme avoir intercepté et détruit un drone Hermes 900 au-dessus de Chiraz en utilisant son nouveau système de défense aérienne intégré au réseau national de défense aérienne. Le Hermes 900 est un drone de reconnaissance et de combat de haute performance. C'est un système sophistiqué, capable de voler à haute altitude, d'opérer pendant de longues durées et d'emporter une gamme variée de capteurs et d'armements. Ce n'est pas un drone bon marché ou technologiquement simple. L'intercepter au-dessus d'une ville iranienne de l'importance de Chiraz, qui est une métropole de 2 millions d'habitants et un centre culturel et économique majeur, est un défi technique que peu de systèmes de défense aérienne dans le monde auraient la capacité de relever de façon fiable. Si cette interception est authentique, elle dit 2 choses importantes.
Premièrement, l'Iran a développé ou déployé de nouveaux systèmes de défense aérienne qui n'étaient pas dans les catalogues des renseignements adverses. Son nouveau système de défense aérienne intégré au réseau national n'est pas une formulation anodine. Elle suggère une capacité qui n'existait pas avant. Deuxièmement, l'espace aérien iranien est plus défendu qu'il ne l'était en début de conflit. Les frappes répétées contre les systèmes de défense aériens iraniens n'ont pas éliminé cette capacité, elles l'ont peut-être forcé à s'adapter et à innover. Cela rejoint directement la déclaration sur les capacités cachées. L'Iran qui dit « Vous ne connaissez pas l'étendue de nos capacités » et l'Iran qui déploie de nouveaux systèmes de défense aérienne en plein conflit sont cohérents avec la même doctrine, maintenir une capacité de surprise stratégique même sous attaque intensive. Au milieu de toutes les déclarations militaires et stratégiques, il y a un message de cette semaine qui a une texture complètement différente et qui dit quelque chose d'important sur l'Iran de l'intérieur. L'ayatollah Mojtaba Khamenei a adressé un message à la nation iranienne à l'occasion de la journée de la nature. Il a appelé tous les Iraniens à planter des arbres fruitiers en hommage aux martyrs de cette guerre, en particulier les enfants de l'école de Minab. Que chacune de ces pousses se transforme en un arbre bon et fructueux dans les années à venir. Derrière cette image de jardinage et de plantage d'arbres, il y a une réalité que le message encode sans la formuler directement. Des enfants ont été tués dans cette guerre. L'école de Minab a été frappée. Et le régime iranien cherche à transformer ces pertes civiles en quelque chose de significatif, en quelque chose qui mobilise et unifie plutôt qu'en quelque chose qui génère de la colère contre le régime pour ne pas avoir protégé sa population. Le discours des martyrs est central dans la culture politique de la République islamique depuis sa fondation. Transformer la mort en sacrifice consenti, en offrande pour une cause supérieure, est un mécanisme de gestion du deuil collectif qui a une longue histoire dans cette société. Mais il dit aussi quelque chose sur le coût réel de ce conflit pour la population iranienne. Les villes iraniennes sont frappées, des espaces civils sont détruits, des enfants meurent, et le régime doit gérer simultanément la mobilisation guerrière et le deuil d'une population qui subit directement les conséquences de ce conflit. C'est une dimension de cette guerre que les médias internationaux couvrent peu, et pourtant c'est peut-être la dimension la plus déterminante pour savoir combien de temps ce conflit peut durer. Parce que les guerres se terminent aussi quand les sociétés qui les mènent ne peuvent plus en payer le prix humain. Le porte-parole du CGRI a formulé l'objectif final iranien dans des termes qui ne laissent aucune ambiguïté. Cette guerre se poursuivra jusqu'à ce que vous subissiez une humiliation permanente, des regrets et une reddition. Humiliation permanente, regrets, reddition. Ces trois mots ensemble constituent une position de négociation qui exclut tout compromis. On ne négocie pas l'humiliation permanente de l'adversaire. On ne négocie pas sa reddition. Ces objectifs ne sont atteignables que par la victoire totale ou abandonnés face à l'impossibilité de les réaliser. Ce qui signifie que la sortie de ce conflit ne passera pas par une table de négociation où les deux parties obtiennent quelque chose. Elle passera soit par une victoire qui paraît de moins en moins probable des deux côtés, soit par un effondrement de la volonté d'un des acteurs. Et c'est là que les éléments que nous avons analysés aujourd'hui convergent vers une conclusion préoccupante. L'Iran a démontré des capacités militaires plus résistantes que ce que les frappes américaines et israéliennes semblaient avoir dégradé. Il continue de produire des missiles, y compris des versions améliorées capables de franchir plusieurs couches de défense antimissiles. Il déploie de nouveaux systèmes de défense aérienne. Il maintient une capacité de coordination et de lancement de vagues d'attaques massives. En face, les bases américaines dans la région continuent d'être frappées. Les systèmes de défense sont mis sous pression. Un groupe aéronaval a modifié sa position. Et une information suggère que Washington cherche une sortie sans avoir atteint ses objectifs initiaux. Le CGRI liste parmi les gains stratégiques de cette guerre une inflation galopante à travers le monde, la fuite des soldats américains de la région, la suspension de services aux États-Unis et l'unification de ce qu'il appelle l'Oumma islamique. Même si on prend ces affirmations avec tout le scepticisme qu'elles méritent, la réalité économique de la hausse des prix de l'énergie est vérifiable. La réalité de la pression sur les bases américaines dans la région est vérifiable. Et la réalité de la division de l'opinion publique américaine sur ce conflit est vérifiable. Ce que tout ça signifie pour toi, c'est que les prochaines semaines vont être déterminantes. Pas pour l'issue finale de ce conflit, qui reste profondément incertaine, mais pour comprendre si la trajectoire actuelle mène vers une désescalade négociée ou vers une intensification qui peut encore surprendre des observateurs qui pensent avoir vu l'essentiel. Si cette vidéo t'a donné une compréhension plus complète de la situation que celle qu'offrent les titres d'actualité, clique sur j'aime maintenant. C'est le seul levier dont tu disposes pour dire à l'algorithme que ce type d'analyse mérite d'être vu par davantage de personnes. Commente et t'aimade si tu as regardé jusqu'ici et que tu comprends maintenant pourquoi un missile qui franchit 3 intercepteurs change les règles du jeu. Abonne-toi, parce que la prochaine vidéo va analyser les options diplomatiques qui existent encore pour sortir de ce conflit. Elles sont moins nombreuses qu'on ne le pense, mais elles existent encore.
Pour combien de temps? C'est la question. On ne détourne plus le regard. Avertissement légal. Cette vidéo est une œuvre de fiction narrative créée à des fins de divertissement et d'analyse géopolitique. Les événements, opérations militaires, déclarations attribuées à des personnages, données techniques et situations décrites sont entièrement fictives et ne correspondent à aucun fait réel vérifié. Toute ressemblance avec des événements réels, des personnes vivantes ou décédées, ou d'incidents militaires avérés est purement fortuite. Ce contenu ne représente pas la position officielle d'aucun gouvernement, force armée ou organisation militaire.